Il y a un moment où l'on comprend que l'on n'est pas seulement fatigué des autres. On est fatigué de la personne que l'on devient en leur présence. Cette personne correcte, disponible, rassurante. Celle qui répond même lorsqu'elle n'a rien à dire. Celle qui explique son silence avant même qu'on le lui reproche. Celle qui devine les attentes, amortit les déceptions, répare les malentendus et veille, avec une précision presque professionnelle, à ne jamais devenir trop difficile à aimer. Pendant longtemps, cela ressemble à une qualité. On vous trouve attentionné, fiable, profondément humain. Puis un soir, sans conflit particulier, une évidence vous traverse avec une froideur inhabituelle. Vous avez passé une grande partie de votre vie à faciliter l'existence des autres, et vous ne savez plus très bien ce qui facilite la vôtre. La douleur n'est pas spectaculaire. Elle ne renverse pas la table. Elle reste assise parmi les autres, répond poliment, sourit lorsque la conversation l'exige. Mais quelque chose s'est retiré derrière le visage. Une présence autrefois spontanée commence à fonctionner par habitude. Vous écoutez, mais vous vous entendez écouter. Vous répondez, mais votre réponse semble venir d'un rôle très ancien, si bien ajusté qu'il a fini par porter votre nom. Alors apparaît une envie que l'on ose rarement avouer, ne plus être joignable. Pas pour punir. Pas pour provoquer l'inquiétude. Pas pour vérifier qui vous aime. Simplement pour entendre ce qui reste lorsque personne ne réclame votre attention. Cette envie fait peur parce qu'elle semble ingrate. Elle contredit tout ce que l'on vous a appris sur la bonté, la fidélité et la présence. On vous a souvent laissé entendre qu'aimer, c'était rester accessible. Que répondre rapidement était une preuve d'attachement. Que prendre de la distance révélait quelque chose de dur, de froid, peut-être même de moralement suspect. Ainsi, avant que les autres ne vous accusent, vous vous accusez vous-même. Vous imaginez ce qu'ils penseront. Vous préparez des explications. Vous cherchez les mots les moins blessants pour demander ce qui, en réalité, ne devrait pas toujours être négocié, un peu d'espace intérieur. Et vous retournez à votre poste. Car c'en est devenu une fonction discrète dans la vie des autres. Vous êtes celui qui rassure. Celle qui comprend. Celui qui ne dramatise pas. Celle à qui l'on peut tout dire. Celui qui répondra. Celle qui saura trouver les mots. Celui qui absorbera le malaise sans le renvoyer. Personne ne vous a officiellement confié cette mission. C'est précisément pour cela qu'elle peut durer si longtemps. Les prisons les plus solides ne sont pas toujours construites par la contrainte. Certaines sont faites d'habitudes agréables, de compliments, de gratitude intermittente et de cette petite place flatteuse que l'on occupe dans l'équilibre émotionnel de quelqu'un. On finit par croire que l'on est aimé, alors que l'on est peut-être surtout devenu nécessaire. Et être nécessaire ressemble dangereusement à être aimé, lorsque l'on a longtemps eu peur d'être oublié. Voilà la partie que l'on préfère ne pas regarder. On se plaint d'être trop sollicité, mais on éprouve aussi une satisfaction secrète à être celui que l'on appelle. On souffre d'être indispensable, mais l'idée de ne plus l'être crée un vide plus inquiétant encore. On voudrait être libre sans perdre la preuve que l'on compte. Seulement, cette preuve avait un prix. Elle exigeait que l'on reste reconnaissable. Toujours aussi disponible. Aussi stable. Aussi conciliant. Les autres ne vous demandaient pas forcément de vous sacrifier. Souvent, ils s'étaient simplement habitués à ce que vous le fassiez. L'être humain s'adapte très vite à ce qui lui est donné sans mesure. Une écoute offerte chaque jour finit par sembler naturelle. Un pardon sans conséquence devient une autorisation silencieuse. Une présence maintenue malgré l'épuisement devient une promesse que personne n'a formulée, mais que tout le monde croit pouvoir réclamer. Il ne faut pas imaginer derrière cela une immense manipulation organisée. La vérité est plus banale, donc plus troublante. Les gens vont spontanément vers ce qui leur demande le moins d'effort intérieur. Une personne qui ne montre presque jamais ses limites devient un espace où l'on entre sans frapper. Et lorsqu'un jour la porte reste fermée, certains ne ressentent pas seulement votre absence. Ils ressentent la perte d'un accès. C'est là que les liens commencent à révéler leur matière réelle. Une remarque plus sèche. Une inquiétude qui ressemble étrangement à un reproche. Une froideur soudainement justifiée par votre changement d'attitude. Une plaisanterie légère, placée exactement à l'endroit où elle peut vous faire revenir dans le rang sans avoir l'air d'une attaque. Rien n'est assez grave pour être dénoncé. Tout est assez précis pour être senti. Vous découvrez alors que certaines chaleurs avaient une condition, que vous restiez disponible de la manière attendue.
Il ne s'agit pas de conclure que toute affection est intéressée. Cette idée serait aussi simpliste que rassurante. Les relations humaines sont rarement entièrement pures ou entièrement fausses. Elles sont faites d'attachement, de besoins, de projections, d'habitudes, de tendresse et de peur mêlées. Le problème commence lorsque l'on appelle amour tout ce mélange pour ne pas avoir à distinguer ce qui nous nourrit de ce qui nous utilise. Une relation peut contenir de la tendresse et néanmoins vous réduire. Quelqu'un peut être sincèrement attaché à vous tout en préférant la version de vous qui lui coûte le moins. Il peut vous aimer, mais aimer davantage encore la stabilité que vous lui procurez. Cette contradiction est difficile à supporter parce qu'elle ne permet ni condamnation simple ni innocence confortable. Elle oblige à voir les autres avec plus de précision. Et elle oblige surtout à se voir soi-même. Pourquoi avez-vous tant expliqué? Pourquoi avez-vous répondu lorsque votre corps disait non? Pourquoi avez-vous conservé certaines conversations longtemps après leur vérité? Pourquoi avez-vous appelé fidélité ce qui ressemblait parfois à une impossibilité de décevoir? Il arrive que la gentillesse ne soit pas seulement de la gentillesse. Elle peut être une peur très bien élevée. La peur du conflit. La peur d'être mal compris. La peur que quelqu'un vous retire son affection si vous cessez de rendre cette affection confortable. On apprend tôt à présenter cette peur sous un jour honorable. On dit que l'on veut préserver le lien. Que l'on ne souhaite blesser personne. Que l'on est simplement sensible. Mais derrière ces raisons parfois sincères se cache une question moins élégante. Qui serais-je si l'autre cesse d'avoir besoin de moi? C'est ici que la solitude devient menaçante. Non parce qu'elle prive seulement de compagnie, mais parce qu'elle retire les témoins du personnage que l'on a construit. Sans demande extérieure, que reste-t-il du conseiller? Sans personne à rassurer, que devient celui qui a toujours été solide? Sans message urgent, sans confidence, sans problème à résoudre, la journée se vide d'un certain mouvement. Et ce mouvement, on l'appelait parfois relation. Il était aussi une manière d'éviter sa propre conscience. Il est plus facile de répondre à 15 messages que de rester 15 minutes avec une pensée qui ne vous admire pas. Plus facile de maintenir une présence sociale que de se demander ce que l'on désire lorsque personne n'attend rien. Plus facile d'être utile que d'être réel. Le silence commence alors comme un manque. On vérifie le téléphone. On imagine ce que les autres disent. On compose mentalement des réponses à des accusations qui n'ont pas encore été formulées. On éprouve une sorte de sevrage, non seulement des personnes, mais de la confirmation qu'elles représentaient. Chaque notification prouvait que l'on existait dans l'esprit de quelqu'un. Chaque demande donnait une forme à la journée. Chaque conversation maintenait l'impression d'avoir une place. Puis, si l'on ne remplit pas immédiatement le vide, quelque chose se modifie. Le vide devient un espace. Il ne réconforte pas. Il révèle. On entend des pensées qui n'avaient jamais pu terminer leur phrase. On remarque la fatigue accumulée sous la serviabilité. On retrouve des colères anciennes, jugées trop laides pour être reconnues. On se souvient de désirs abandonnés parce qu'ils dérangeaient une organisation familiale, un couple, une image sociale, une idée de la personne raisonnable que l'on devait devenir. Ce que Jung appelait l'ombre n'est pas nécessairement un monstre enfoui. Elle est souvent constituée de tout ce que nous avons dû désavouer pour conserver une place acceptable. La colère que l'on a transformée en patience. Le besoin de partir maquillé en fatigue passagère. L'ambition réduite pour ne pas menacer. La lucidité adoucie afin de rester agréable. La froideur nécessaire, confondue avec la cruauté. Le désir d'être laissé tranquille, aussitôt jugé égoïste. Rien de cela ne disparaît parce qu'on refuse de le regarder. Cela change simplement de langue. Cela parle par l'épuisement, par l'irritation sans cause apparente, par une indifférence soudaine, par le corps qui se raidit avant certaines visites, par l'impression de ne plus reconnaître une vie pourtant construite avec sérieux. Ce que l'on exile de la conscience finit souvent par gouverner depuis les coulisses. Voilà pourquoi la distance peut devenir autre chose qu'un retrait social. Elle peut être une rencontre. On croit s'éloigner des autres, mais on s'approche de la part de soi qui n'avait plus de pièce où vivre. Cette rencontre n'a rien de doux. La première personne que l'on doit cesser de tromper n'est pas l'autre. C'est soi. Il faut reconnaître que certaines relations n'ont pas seulement pris trop de place. Nous leur avons parfois offert cette place parce qu'elles nous donnaient une identité. Nous avons préféré être sollicités plutôt que libres. Nous avons accepté de porter des vies étrangères parce que ce poids nous donnait une importance.
Nous avons entretenu des rôles qui nous blessaient parce qu'ils empêchaient une blessure plus ancienne de parler, la peur de ne compter pour personne. Cette découverte contient une humiliation sobre. Elle retire le confort de se considérer uniquement comme victime. Mais elle ouvre aussi une possibilité plus adulte. On n'a pas besoin que les autres soient entièrement coupables pour cesser de participer à ce qui nous détruit. On n'a pas besoin d'une trahison éclatante. On n'a pas besoin d'un procès, d'une dernière explication parfaite, d'une faute assez grave pour légitimer le départ. Parfois, il suffit de comprendre qu'un lien vous demande de rester plus petit que ce que vous êtes en train de devenir. À la fin de cette première traversée, si ces mots touchent un endroit que vous avez longtemps gardé sous silence, vous pouvez rester près de cette réflexion. Non pour collectionner des réponses, mais pour continuer à regarder, avec nous, ce que la vie sociale recouvre parfois de politesse. Un geste discret pour ce travail, ou le choix de suivre cet espace, peut simplement signifier que vous ne souhaitez plus détourner les yeux trop vite. Quand on commence à se retirer, les réactions deviennent instructives. Il faut toutefois les observer, sans en faire immédiatement un verdict. Celui qui respecte votre silence vous connaît peut-être au-delà de votre utilité. Celui qui exige une justification confond peut-être l'affection avec un droit d'accès. Celui qui se refroidit révèle parfois la condition secrète de sa chaleur. Celui qui revient avec une intensité nouvelle ne cherche pas nécessairement votre présence. Il cherche peut-être le retour d'une fonction qui stabilisait son propre désordre. On peut manquer à quelqu'un sans être aimé comme on l'imaginait. On peut être regretté comme une écoute, une habitude, un refuge ou une porte toujours ouverte. Cette distinction fait mal parce qu'elle retire aux liens leur décor sentimental. Mais elle ne doit pas devenir une invitation à la méfiance universelle. Se méfier de tout le monde serait encore une manière de rester gouverné par ceux qui nous ont blessés. La lucidité ne consiste pas à soupçonner chaque geste. Elle consiste à ne plus embellir automatiquement ce que l'on perçoit. Certaines relations n'étaient pas mensongères. Elles reposaient sur de petits arrangements répétés si longtemps qu'ils semblaient naturels. L'un devait toujours comprendre. L'autre devait toujours distraire. L'un devait demeurer fort. L'autre devait rester fragile. Chacun gardait l'autre dans une forme familière où il devenait plus facile à aimer. Ces contrats ne sont jamais signés. Ils apparaissent au moment où quelqu'un tente d'en sortir. Soudain, celui qui ne se confie plus comme avant est accusé de fermeture. Celle qui cesse d'absorber les plaintes devient égoïste. Celui qui refuse de se justifier paraît hautain. Celle qui ne répond pas immédiatement semble avoir changé. Oui, quelque chose a changé. Mais ce n'est pas toujours l'amour qui a diminué. Parfois, c'est la servitude qui a perdu son prestige. On ne souhaite plus être aimé au prix d'une disparition intérieure. On ne veut plus maintenir la paix en offrant continuellement son propre malaise comme terrain neutre. On ne veut plus corriger chaque interprétation défavorable. Cette abstinence est difficile. Ne pas se défendre. Ne pas réexpliquer toute son histoire. Ne pas déposer son intimité sur la table pour redevenir compréhensible. Laisser l'autre penser avec les limites de sa perception. Pendant longtemps, on a cru pouvoir contrôler l'image que les autres avaient de nous en fournissant davantage de contexte, de douceur et de preuves. Mais une même distance sera appelée maturité par l'un, arrogance par l'autre, rejet par un troisième. Le geste ne change pas. Ce sont les blessures qui le traduisent. Vivre pour être correctement compris revient alors à remettre sa paix entre les mains d'une foule de miroirs déformants. Certains y consacrent des années. D'autres y offrent leur vie entière. Une sobriété nouvelle apparaît lorsqu'on renonce enfin à cette entreprise. On ne devient pas indifférent. On cesse seulement de mendier une interprétation favorable. On accepte que sa vie intérieure ne soit pas disponible sur demande. On découvre qu'il est possible d'aimer quelqu'un sans lui remettre les clés de chaque pièce. Rester proche sans être accessible en permanence. Écouter sans devenir un récipient. Répondre sans obéir à la panique de perdre sa place. Être généreux sans transformer sa générosité en passeport social. Cette transformation ne s'annonce pas. Elle apparaît dans de très petits gestes. Un message lu, puis laissé quelques heures sans que la culpabilité vous dévore. Une invitation refusée sans fabriquer un dossier d'excuses. Une remarque culpabilisante entendue sans vous précipiter pour redevenir agréable. Une conversation que vous laissez s'éteindre parce qu'elle ne vivait déjà plus que de votre effort.
Ce qui tombe à cet instant ne tombe pas nécessairement parce que vous l'avez détruit. Cela tombe parfois parce que vous avez cessé de le porter. Il reste alors un deuil. Pas seulement celui des personnes. Le deuil d'une version de soi qui savait comment être acceptée. Le deuil de la place occupée. Le deuil de l'importance procurée par l'épuisement. Toute transformation sérieuse contient une perte sociale. Certaines personnes ne sauront pas quoi faire de votre nouvelle retenue. Elles ne vous connaissaient peut-être que sous la forme rassurante que vous aviez prise pour elles. Elles tenteront, parfois sans malveillance consciente, de vous ramener dans l'ancien rôle. Les êtres humains défendent volontiers les versions des autres qui rendent leur propre monde plus stable. Mais il arrive un moment où redevenir rassurant devient une trahison. On ne peut pas indéfiniment rapetisser sa vérité pour préserver l'illusion d'un lien intact. On ne peut pas appeler harmonie une absence de conflit obtenue au prix de soi. Il faut pourtant se garder d'une autre illusion, croire que se choisir signifie tout quitter, tout condamner ou recommencer sa vie comme si rien n'avait existé. La lucidité n'exige pas toujours une rupture. Elle exige une relation différente avec ce qui a été compris. Certains liens peuvent continuer, mais avec moins d'accès. D'autres trouveront une forme plus honnête. Quelques-uns disparaîtront d'eux-mêmes. Et certains devront être pleurés, parce qu'ils avaient une vérité, même s'ils ne pouvaient pas accompagner votre transformation. Reconnaître ce qui a été perdu ne sert pas à détruire ce qui reste. Cela sert à empêcher que ce qui reste soit livré au même silence. La vie déjà vécue ne peut pas être corrigée comme un texte. Les années données ne reviennent pas. Certaines possibilités n'ont pas eu lieu. Certains désirs ont vieilli derrière une porte fermée. Certaines phrases n'ont jamais été prononcées au moment où elles auraient pu tout déplacer. Cette réalité mérite un deuil véritable. Mais le deuil ne doit pas devenir une seconde manière de s'absenter. La lucidité n'a pas pour fonction de condamner la vie restante. Elle peut lui rendre une forme plus exacte. Même tardivement, il existe une différence immense entre perdre quelque chose et continuer volontairement à perdre tout ce qui lui ressemble. Vous n'avez peut-être plus la possibilité de devenir celui ou celle que vous auriez été dans une autre histoire. Mais vous pouvez cesser de livrer la personne présente aux mêmes mécanismes qui ont étouffé l'ancienne. Il ne s'agit pas de tout reconstruire. Il s'agit parfois de ne plus maintenir ce qui exige votre effacement. De ne plus appeler amour l'obligation d'être atteint à volonté. De ne plus confondre pardon et réintégration. On peut pardonner sans rouvrir la porte. On peut conserver de la tendresse sans restaurer l'ancien accès. On peut reconnaître ce qu'une relation a représenté sans lui permettre de décider encore de ce que l'on devient. Cette nuance est difficile à expliquer à ceux qui pensent que toute distance est une punition. Mais elle devient évidente lorsque l'on a compris le prix d'une chaleur sans limite. Ce que certains appelleront froideur sera parfois la température naturelle d'un être qui ne se brûle plus pour éclairer la pièce. Le silence change alors de nature. Il n'est plus une faute. Il devient une frontière. Non pas une muraille dressée contre le monde, mais une forme de mémoire. La mémoire de tout ce qui a été cédé trop facilement. La mémoire des oui prononcés contre soi. La mémoire du corps épuisé devant certaines présences. La mémoire des conversations après lesquelles on se sentait plus seul qu'avant. Cette frontière n'interdit pas l'amour. Elle lui retire seulement le droit de tout envahir. On participe encore au monde, mais avec moins de crédulité. On rit, tout en entendant ce qui se cache sous certaines plaisanteries. On écoute, tout en distinguant la confidence de la décharge. On répond, sans remettre immédiatement le centre de soi entre les mains de l'autre. Il ne s'agit pas de devenir fermé. Être fermé par peur est encore une prison. Mais être ouvert par automatisme en est une autre. Choisir son ouverture, voilà peut-être une liberté plus sobre. Elle ne ressemble pas à une victoire. Elle ne produit pas de grands récits. Elle se remarque seulement lorsque les anciens mécanismes ne trouvent plus leur prise. Quelqu'un se montre déçu, et vous ne prenez plus immédiatement sa déception pour une faute personnelle. Quelqu'un interprète mal votre silence, et vous résistez à l'envie de livrer toute votre intimité pour corriger cette interprétation. Quelqu'un vous rappelle la personne que vous étiez, et vous comprenez que cette personne n'était peut-être pas plus vraie, seulement plus accessible. Peu à peu, vous cessez d'appeler profondeur chaque échange intense. Vous cessez d'appeler loyauté l'incapacité de partir. Vous cessez d'appeler amour le besoin d'être constamment confirmé. Vous cessez aussi d'accuser les autres pour tout ce que vous avez accepté.
Cette dernière étape est peut-être la plus dure. Elle ne retire pas leur responsabilité. Elle vous rend la vôtre. Et avec elle, une marge de choix. Il est possible qu'à ce stade certaines douleurs deviennent trop lourdes pour être traversées dans le seul face-à-face avec soi-même. Personne ne devrait porter seul une souffrance qui a commencé à fermer toutes les issues intérieures. Demander une présence réelle, compétente ou simplement digne de confiance, n'annule pas cette traversée. Cela peut empêcher que le silence, au lieu de vous rendre à vous-même, ne se transforme en enfermement. Car le véritable retrait n'est pas une disparition. C'est une réapparition intérieure. Un jour, vous comprenez que la question n'a jamais été de savoir comment vivre loin des autres. La question était de savoir combien de temps vous pouviez encore vivre loin de vous-même. Vous aviez répondu à tant d'appels extérieurs que votre propre voix vous semblait étrangère. Vous aviez maintenu tant de portes ouvertes que votre maison intérieure n'avait plus de pièces intactes. Vous aviez offert votre présence comme une preuve d'amour, jusqu'à ne plus savoir si vous étiez encore présent dans votre propre existence. Il n'est pas nécessaire de transformer cette prise de conscience en déclaration. Les changements les plus sérieux ne demandent pas de témoins. Ils modifient simplement la manière dont vous entrez dans une relation, dont vous quittez une conversation, dont vous acceptez une proximité, dont vous protégez un silence. Un jour, la culpabilité frappe à la porte. Et, pour la première fois, vous ne lui ouvrez pas. Non parce que vous êtes devenu dur. Parce que vous avez compris qu'une vie peut être détruite avec beaucoup de douceur, beaucoup de politesse et presque aucun bruit. Alors vous ne recommencez pas tout. Vous ne prétendez pas que rien n'a été perdu. Vous cessez seulement de sacrifier aussi ce qui reste. Et parfois, c'est ainsi qu'une existence revient à elle-même, non dans l'éclat d'un nouveau départ, mais dans le refus calme de continuer à disparaître.